Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette deuxième session de la matinée ici à TSE et on va, je vais tout de suite vous rassurer, on ne va pas trop soulever le capot quand même de l'intelligence artificielle, mais on va essayer de s'y mettre quand même un petit peu dedans pour se poser la question, on ne va pas recalculer les algorithmes, on ne va pas trop s'intéresser au côté plus de l'ingénierie des choses, mais plus à ce qu'elles impliquent. Ce qu'elles impliquent aussi bien pour les utilisateurs que pour le citoyen, que pour le salarié dans l'entreprise. Et on a un panel assez très sympa. D'abord, vous allez voir que nos intervenants sont vraiment des gens très très sympathiques, des belles personnalités, très divers. Je vais vous les présenter rapidement et puis elles diront ensuite un mot, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais commencer à ma droite par Marc-Antoine Dilac, qui nous vient de l'université de Montréal. Mais vous avez des petites racines toulousaines, il me semble. Vous allez nous en dire un mot. En tout cas, vous travaillez, parce qu'il y a des accords de coopération entre Montréal et Toulouse. Vous êtes professeur d'éthique et de philosophie politique à l'université de Montréal et vous êtes chaire de recherche en éthique de l'intelligence artificielle. À ma gauche, Didier Mama, un profil un peu différent, là plutôt du côté entreprise, corporate, longue expérience dans l'univers du corporate avec des univers un peu différents. Vous nous en direz un petit peu plus parce que je trouve que rien que votre itinéraire nous raconte déjà une histoire. Et puis Jean-François Bonnefond, qui joue à domicile, Jean-François. Vous êtes donc chercheur à TSE, puis vous avez notamment dirigé la commission d'éthique sur les véhicules autonomes auprès de la Commission européenne. Et puis vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle la psychologie de l'IA. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec notre camarade Didier Mama. Donc vous dirigez l'IA, l'IA Factory, vous nous direz comment ça se prononce, à Decathlon. Avant de nous dire effectivement ce que fait cette IA Factory, racontez-nous un petit peu votre parcours. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être présent avec vous. Alors mon parcours, c'est vrai, un peu atypique. Moi j'ai une formation de physique statistique, donc on utilise beaucoup d'algorithmes et de mathématiques et de data, que j'ai ensuite renforcé avec l'aspect business, puisque j'ai fait un MBA. Tout de suite, je me suis vraiment aperçu qu'il y avait une grosse influence des technologies, de la data et de ces algorithmes dans la transformation des métiers. Et puis j'ai fait aussi une maîtrise de psychologie cognitive parce que je me suis rendu aussi compte très vite que mettre ces technologies-là, il fallait prendre en compte tout l'aspect humain. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la transformation digitale qui est en train de se produire. Alors, dans les expériences que j'ai eues dans le monde du logiciel, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans le monde du logiciel pour des éditeurs américains. On s'aperçoit que la partie technologie, en fait, c'est la plus simple à mettre en œuvre. Les algorithmes, les mathématiques, les data, tout ça, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est réellement complexe, c'est ce qu'on appelle l'activation de la valeur par les humains et l'utilisation de la valeur par les humains. Il doit y avoir absolument une confiance, une compréhension, une maîtrise. Il n'y a pas de magie là-dedans. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'acculturation. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut faire des gros efforts pédagogiques. Il faut aussi faire des choix. Et ces choix, on les fait à l'aune de la valeur que ça apporte in fine à l'humain. Et alors, vous mettez ça en pratique depuis peu de temps à Decathlon. Vous êtes arrivé là, dans le Nord, à Lille, il y a quoi, 2-3 ans? Il y a un peu moins de 2 ans. Donc, je venais de Madrid, puisque j'ai travaillé 5 ans à Madrid, donc à Lille, ça fait un peu un choc thermique, vous imaginez. On a fait des films. C'est vrai, et c'est vrai que les gens sont aussi absolument adorables. Alors, on a mis ça en place chez Decathlon, pourquoi ? Parce que dans le retail en général, il y a une vraie révolution. Faut savoir que dans le retail, on calcule qu'à peu près 50% des emplois vont disparaître.
Évidemment, pas qu'au profit de l'IA, il y a d'autres enjeux, d'autres métiers qui vont apparaître, mais beaucoup plus hautement qualifiés, avec une formule que j'utilise moi, avec ce qu'on appelle la datification des métiers. Aujourd'hui, en radiologie, les médecins se font appuyer par des intelligences artificielles pour lire les radios. Dans le retail, c'est la même chose pour la personnalisation, la recommandation, l'optimisation de la supply chain. Vous avez tous entendu parler des problèmes d'approvisionnement, de rupture, de pandémie. Quand vous êtes un Decathlon, c'est comment j'optimise, je prévois les éventuelles ruptures de chaîne. Et donc ça, l'IA va vraiment être... il y a tellement de paramètres à calculer qu'on doit computériser toutes ces informations, faire des simulations, mais à la fin du fin, c'est quand même le métier et l'humain qui va décider le scénario qui pense le plus plausible. Sur le pricing, c'est la même chose. Si on prend le sujet pricing, je suis ici à TSE, donc vous connaissez bien ces problématiques de pricing. On pourrait imaginer que c'est quelque chose de juste calculatoire. Il suffit d'avoir le prix de la concurrence, la demande du marché, on calcule une élasticité, son escalier de prix, et l'humain n'intervient plus dedans. Bah, pas du tout. On voit qu'on peut faire beaucoup de choses avec le calcul, mais à la fin du fin, pareil, l'expert du pricing, il va lui définir les stratégies par rapport à quel canal. Est-ce que c'est un canal retail? Est-ce que c'est un canal digital? Et est-ce que c'est une marketplace? Et tout ça, il y a des petites subtilités que l'humain va apporter, que l'algorithme, lui, l'algorithme, il ne sait pas forcément ce qu'il fait, hein. Il calcule un résultat brut sans interprétation et l'humain derrière apporte sa valeur. Alors voilà, déjà beaucoup de choses et en tout cas vous avez mis un petit peu sur la table les différents thèmes, enfin les bases de ce dont on a envie de discuter ce matin. Marc-Antoine, vous allez aussi nous dire un petit peu sur quoi les thématiques sur lesquelles vous travaillez en ce moment, mais c'est vrai qu'à travers l'expérience de Decathlon, on a la problématique effectivement d'une transformation digitale qui va impacter le salarié dans ses habitudes de travail au quotidien de façon assez radicale, surtout de la part d'un groupe qui est réputé ou était réputé quand même assez avec une culture d'entreprise forte, et des méthodes et des processus assez ancrés, et puis la crainte pour son travail, pour son avenir professionnel, parce que les algorithmes vont peut-être le remplacer, et puis le consommateur aussi qui est servi différemment. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Beaucoup de questions, merci Gilles. Alors un petit mot sur ce que je fais actuellement. Oui, je viens de Toulouse, j'ai quitté Toulouse il y a maintenant 11 ans. Et je crois que j'ai emporté avec moi une partie de la culture toulousaine. On l'a vu s'exprimer bruyamment hier, mais il y a une culture toulousaine du débat public. Et j'ai emporté ça avec moi à Montréal, au Canada, où pour les questions d'IA, eh bien, j'ai organisé en 2018 une grande consultation politique, multipartite et citoyenne qui a donné lieu à la Déclaration de Montréal sur pour un développement responsable de l'IA. Donc voilà, c'est cette petite partie de Toulouse qu'on retrouve dans la déclaration. Alors, sur les différents enjeux abordés, je vais prendre ma casquette de conseiller du gouvernement du Canada. Je vais oublier celle du chercheur en éthique de l'IA. On a évidemment une crainte très importante concernant le remplacement. Le remplacement des humains avec des équilibres sur le marché du travail qui sont non pas bouleversés, mais qui sont modifiés. Pas bouleversés autant qu'on pouvait l'imaginer, en fait, hein, parce que ce sont des transitions qui s'opèrent, des transitions qui sont facilitées ou non par les transferts de connaissances. Alors, dans le cas de Decathlon, on a une très grande entreprise avec des pôles spécialisés de développement de l'intelligence artificielle, de l'analytique, etc. Mais beaucoup de petites et de moyennes entreprises n'ont pas ça. Et la question, c'est comment on va les amener progressivement à adopter certaines technologies quand c'est pertinent pour elles,
Et la première chose à voir, c'est qu'on manque de connaissances. Très majoritairement, le public manque de connaissances, et quand je dis le public, j'inclus là les petites et les moyennes entreprises qui ne savent pas comment utiliser ces technologies. Donc finalement, le remplacement, pour l'instant, c'est pas pour demain. Le remplacement, c'est pas pour demain. Oui, dans les très grandes entreprises, il y a effectivement des phénomènes de transition qui sont plus rapides. Pour le tissu social et économique plus général, c'est pas encore le cas. Mais évidemment, le remplacement, c'est ce qui a généré le plus de craintes. Pourquoi ? Parce que ça renvoie à un fantasme de la disparition de l'humain, de la prise de pouvoir des robots, des machines. Un fantasme qui n'est pas si récent que ça, même si le mot robot date des années 1920. En fait, on trouve des occurrences des premiers automates dans l'Odyssée, hein, donc 800 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un très vieux fantasme, le fantasme du remplacement. Il y a une dimension éthique et il y a une dimension philosophique dans la crainte du remplacement. C'est que, vous savez, depuis 5 siècles, on vit un certain nombre de blessures du narcissisme humain. D'abord, on n'est plus au centre de l'univers. Ensuite, on n'est plus au centre de l'évolution. Puis, on n'a même plus le contrôle sur une grande partie de notre activité psychique. Et puis maintenant, on nous dit il y a de l'intelligence artificielle qui fait bien mieux les choses que vous dans un certain nombre de domaines, et puis ça va vous remplacer. Alors, ce sont effectivement des blessures qui font mal, ce sont des craintes qu'elles engendrent. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? Sans reprendre de vieilles formules bien connues de destruction-création à la Schumpeter, on peut dire quand même qu'il y a des transitions dans lesquelles les humains restent en contrôle. Ce contrôle est parfois perdu. La transition peut être longue. Les transferts et les modifications de connaissances, d'expertise aussi peuvent prendre plusieurs décennies. Hein, le passage, par exemple, de l'ouvrier qualifié à l'ouvrier non qualifié, ça a pris plusieurs décennies. Ça s'est fait dans la douleur, ça s'est fait dans la violence. On aimerait que ça ne se passe pas comme ça au XXIe siècle. Alors, fort de cette expérience, ce qu'on essaie de faire, c'est accompagner justement cette transition de telle sorte qu'elle soit au bénéfice de toutes et de tous et qu'elle se fasse dans le moins de violence possible. Jean-François, vous, on a évoqué la voiture autonome, c'est une partie du champ de vos recherches, mais malgré tout, il est assez emblématique, assez exemplaire, je trouve. La voiture autonome, c'est pour demain un véhicule qui circule sans intervention humaine ? Alors, moi, je vais me garder de faire des prédictions à ce propos parce qu'il y a une certaine oscillation dans ce domaine où parfois il y a une flambée d'optimisme sur l'arrivée de la pleine autonomie, puis un long hiver pendant lequel on pense que ça ne se passera pas. Et on pourrait commencer par poser la question, est-ce que c'est une bonne chose d'ailleurs, une voiture autonome sans humain derrière le volant ? Alors, on n'y est pas vraiment complètement. À l'heure actuelle, on est sur des niveaux d'autonomie qui nécessitent quand même une supervision humaine. En général, quelqu'un qui soit prêt à reprendre en main les choses si la machine semble faire une erreur. Mais c'est vrai que c'est un exemple qui est emblématique parce qu'il touche à la question, l'inquiétude majeure que j'entends chez les gens en tant que psychologue qui étudie ce domaine, qui est est-ce que je peux être l'objet d'une décision prise par une machine ? Jusqu'ici, j'acceptais que mon destin puisse être sous la coupe d'une décision humaine, mais maintenant, j'ai l'impression que des machines vont prendre des décisions qui m'affectent. Et je me pose la question, mais est-ce que ces machines peuvent se tromper à mon égard ? Est-ce qu'elles peuvent me désavantager injustement ? Quelle est la probabilité que ça arrive ? Et la voiture autonome, c'est effectivement l'exemple emblématique de ça. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas même est-ce que je veux moi-même monter dans une voiture autonome ? C'est les voitures autonomes vont circuler autour de moi. Comment sont-elles programmées ? Comment vont-elles réussir à m'éviter, à éviter la collision ? Est-ce qu'elles peuvent être susceptibles de biais qui font que mon risque augmente par rapport à une voiture conduite par un humain ? Donc là, il y a beaucoup à démêler dans les inquiétudes des gens autour de cette peur d'une décision désavantageuse, voire aux conséquences graves pour leur bien-être.
Dans le processus, donc on accumule de la donnée sur la façon. Il y a pas mal il y a beaucoup de voitures autonomes aujourd'hui qui circulent en milieu urbain, sur les autoroutes. On collecte de la donnée, c'est ça, hein, sur ces premières expériences qui sont faites. Mais donc finalement, c'est l'humain qui est à l'origine de cet algorithme et qui prend les décisions à l'origine pour la machine, qui la programme pour prendre la décision pour écraser plutôt le petit chat que la vieille dame qui traverse la route. Alors attention. Il n'y a aucun algorithme programmé par un humain pour décider de tuer la grand-mère ou le chat. C'est la machine qui décide. Ce qui se rapproche le plus de ça, c'est pas vraiment de programmer la voiture pour décider d'écraser quelqu'un plutôt qu'un autre dans une situation absolument critique. Ce qui est plus important, c'est quand la voiture circule dans une situation de trafic complexe, comment est-ce qu'elle décide de distribuer le risque sur un usager ou un autre? C'est-à-dire quelle enveloppe de sécurité elle va laisser à tel usager ou tel autre. Est-ce que quand je dépasse le cycliste, je lui laisse beaucoup de place, quitte à me rapprocher dangereusement du camion qui arrive en face? Ça n'est pas décider de s'écraser sur le camion ou de tuer le cycliste, c'est juste décider de comment la sécurité est répartie statistiquement. Donc parfois, même si c'est un exemple qui parle moins que celui où on écrase la grand-mère ou le bébé, c'est quand même une situation plus réaliste en matière de régulation, et je crois qu'on a vraiment un effort dans ce domaine-là pour que les gens comprennent que l'enjeu, c'est pas est-ce que la voiture va décider de me tuer un jour, c'est plus quelle sécurité la voiture décide-t-elle de m'accorder statistiquement. Alors, on a évoqué l'importance de la donnée. C'est vrai que si aujourd'hui on se parle tous les quatre d'intelligence artificielle, il y a trois raisons pour ça. C'est effectivement la bande passante, des réseaux de plus en plus puissants, des puissances de calcul phénoménales et des montagnes de données que finalement vous, en tant que commerçant, c'est pas que Decathlon, notre ami d'Amazon tout à l'heure fait plus fort encore, je pense, de son côté, c'est même peut-être un des pionniers dans le domaine. Et à Decathlon, quand on parle des produits aussi que vous mettez sur le marché, on parle de produits qui vont collecter vraiment la donnée au plus près du corps. Donc on rentre vraiment dans l'intime de l'humain. Comment vous gérez ça par rapport à des utilisateurs qui peuvent aussi trouver ça super d'être monitorés en permanence ou au contraire de trouver ça, considérer ça comme une forme de violation, quoi. C'est une très bonne question et Jean-François a vraiment bien posé le débat en fait, et on se pose nous chez Decathlon aussi ces questions-là parce que les clients, vous savez que Decathlon c'est la marque préférée des Français, mais c'est pas par hasard. On est attendu sur ces sujets-là aussi, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc déjà, on a mis quelques règles en place chez Decathlon. Sur les algorithmes, on ne met jamais un algorithme qui n'est pas maîtrisé en place. Ça veut dire qu'un algorithme dont on n'est pas capable de prédire son comportement par rapport à différents jeux de données, on le déploie pas. Donc il est, par exemple, pourquoi je parle de ça, plein de gens utilisent du TensorFlow ou du Deep Learning, c'est des choses très complexes. Parfois, même les data scientists ne comprennent pas toujours le comportement. Et ça, nous, on se l'interdit. La deuxième chose, pour répondre à votre question, on fait la collecte de data qu'on fait, on le fait avec le consentement du client, avec l'idée aussi, et la CNIL a fait un très bon travail récemment là-dessus, c'est que la data collectée, elle doit être dans l'optique d'offrir un service au client. Par exemple, on travaille sur des sujets, on a beaucoup, vous savez que Decathlon fait beaucoup de cycles, et notamment sur le VTT, et on veut mettre en place, quand les gens font des chutes, par exemple, d'avoir un appel automatique à un hôpital, si jamais la personne... Moi, je fais souvent du VTT tout seul, et ça m'est souvent arrivé de me dire, et un peu dans des endroits un peu risqués, on peut tomber, se casser une jambe, faire quelque chose, et qu'est-ce qui se passe ? Là, vous voyez, un algorithme IA peut détecter la chute et peut envoyer un appel. Donc là,
Moi, c'est le genre de service qui m'intéresse. Je sais pourquoi Decathlon collecte cette information. Je sais quel service ça va m'offrir. Et je le sais en toute transparence parce que Decathlon va me l'expliquer. Je vais pouvoir auditer ces données. Et ça, je pense que c'est très, très important, la transparence des entreprises par rapport à la collecte de la donnée, à l'utilisation de la donnée, et aussi à un concept que j'aime bien de la CNIL, c'est le droit à l'oubli. Ça veut dire que demain, si je veux qu'on efface mes données, j'appuie sur un bouton, toutes mes données dans tous les serveurs sont effacées. Ça, c'est très important. Alors justement, est-ce qu'on peut, je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore se permettre de vivre masqué? Est-ce qu'on peut se permettre de vivre masqué de façon anonyme, enfin voilà, plus de téléphone portable, plus de carte de crédit, plus de... Ouais. Bon, d'abord, les algorithmes et les systèmes d'intelligence artificielle ne suivent pas des personnes avec des noms. Hein. C'est pas tellement qu'elles ne puissent pas le faire. On peut toujours, en fait, il n'y a aucune bonne technique de désanonymisation. Hein. On peut toujours réanonymiser un ensemble de données, mais ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les compagnies, ce sont des profils de consommateurs. Je crois que là aussi, on est dans une phase presque de maturité du point de vue des consommateurs, où on sait que de toute façon, ces données-là sont utilisées à des fins de personnalisation des services, et ce n'est pas tellement la collecte de données qui leur importe. Sur ce point, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, à savoir que ce qui est important, c'est, plus que de vivre masqué, c'est d'avoir des explications. Et c'est très très important ce point-ci, avoir des explications, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on aura une représentante de la Commission européenne, ce qu'on essaie de garantir par la loi, c'est plutôt le consentement à l'utilisation des données. Et c'est probablement un modèle qui ne fonctionne pas bien pour les enjeux d'utilisation des données. Ce que les individus veulent savoir, c'est pas tellement s'ils peuvent cocher ou décocher les termes d'utilisation de leurs données. Je mets au défi quiconque, et je le sais d'avance, de me dire si vous avez lu tous les termes d'utilisation de vos données en simplement vous inscrivant sur le Common Good Summit. Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne l'ai pas fait. C'est très irritant en réalité, hein, et donc on donne notre consentement. Ce consentement-là, en réalité, il ne protège plus du tout le consommateur ou l'utilisateur, il protège davantage l'entreprise ou l'institution à qui on donne son consentement. Ça a d'ailleurs été conçu initialement dans ce type dans cette perspective. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas tellement d'avoir une maîtrise sur l'ensemble des termes d'utilisation, on ne peut pas l'avoir. En revanche, ce qu'on peut demander, c'est une explication de l'utilisation et des objectifs d'utilisation de nos données. Et il y a des entreprises qui le font très bien. Il y a des entreprises qui expliquent très bien, avec un disclaimer, ce qu'elles font de nos données. Il y a des entreprises et des plateformes sur Internet qui le font beaucoup moins bien. Donc quand on a des recommandations dont on se dit « mais pourquoi je suis ciblé par cette recommandation ?» Alors, quand on n'a pas l'explication, c'est problématique. C'est très problématique et il y a un bris de confiance. On sait que la confiance envers les systèmes d'intelligence artificielle est plutôt envers le système d'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle est très très importante d'un point de vue politique, social, économique. Et on a là, effectivement, sans explication et sans transparence, des bris de confiance. Jean-François, vous voulez peut-être réagir? Oui, peut-être un éclairage psychologique, peut-être sur deux points, là, qui étaient que, d'abord, bon, avant que l'IA n'arrive, personne ou très peu de gens faisaient le choix de vivre de façon à se masquer aux autres humains. On accepte de partager des informations sur nous à d'autres humains, parce que c'est comme ça que la société fonctionne, mais on a la sensation qu'on a un certain contrôle sur ce qu'on laisse avoir aux gens. Il y a des choses de l'ordre de l'intime qu'on n'a pas envie de dévoiler aux gens, et on avait la sensation que c'était faisable de masquer certaines choses, de ne pas tout laisser voir aux autres humains. Donc là arrivent les machines, et là l'inquiétude qui est qu'on comprend moins bien ce que la machine est capable de lire en nous par nos comportements. Il y a des choses qui étaient très intimes, qu'on arrivait ou qu'on pensait pouvoir masquer aux autres humains, et dont on ne sait pas si on va pouvoir les dissimuler aux machines. Ce qui ouvre, j'ai envie de dire, de nouvelles frontières à la discrimination.
parce que les gens se disent, il y avait des choses, les gens seraient susceptibles de réagir négativement à certaines choses que je cache. J'avais la chance de pouvoir les masquer. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les machines vont lire quelque chose qui va déclencher des décisions défavorables à mon égard? Et cette méfiance-là, parfois, elle a des conséquences. C'est mon deuxième point. Je vais prendre l'exemple de l'IA médicale. On a un phénomène qui est assez préoccupant, peut-être, qui est que deux choses se passent. D'une part, les gens hésitent à confier à une IA médicale des informations intimes sur leur état physique, mental. Et de l'autre côté, ils ont la sensation que de toute façon, les IA ont plus un problème pour saisir la complexité de l'état d'un humain. Donc vous voyez l'espèce de dynamique de renforcement mutuel entre ces deux phénomènes. J'ai l'impression que l'IA ne saisit pas bien la complexité d'un être humain, et en particulier la mienne, et en plus, je ne lui donne pas d'informations sur ma complexité. Donc en gros, l'IA ne va absolument rien comprendre à ma situation médicale. Donc là, il va falloir trouver une solution. Si on peut avoir des bénéfices au déploiement de l'IA médicale pour les gens, il va falloir trouver une solution pour casser cette boucle vicieuse. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, c'est un petit peu le prolongement de ce qu'on vient de se dire, mais est-ce qu'on peut vivre avec une IA ou un algorithme défectueux? Enfin, vous aviez tout à l'heure évoqué la possibilité, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Moi, je serais un peu provocateur dans ma réponse, dans le sens où l'IA elle est toujours conçue par un humain. Et on vit dans un monde où on ne se pose pas la question de la décision humaine avec toutes les erreurs qu'elle provoque. Donc il faut être capable d'avoir des sociétés qui travaillent avec ce qu'on appelle fault tolerance en américain, mais avec des niveaux d'erreurs qu'on sache corriger. Et pour l'IA, c'est, je pense, la même chose. Après, je crois vraiment... Il faut accepter la possibilité de l'erreur. Oui, il n'y a pas de raison que... Alors, par contre, ce qu'il faut vraiment bien doser, et ça, c'est très important. D'abord, il faut avoir un cadre qui permette de faire ce travail, mais c'est le bénéfice-risque. Et ça, c'est vraiment important de toujours dire OK, j'ai un risque là, mais le bénéfice, il est significativement plus important en utilisant l'IA que de ne pas l'utiliser. Et c'est le cas que citait Jean-François. Aujourd'hui, on voit bien dans la médecine moderne, ce qu'on appelle la médecine de précision. Il y a des avancées actuellement qui sont en train d'être faites en couplant justement les chercheurs en biologie, en génétique, les ingénieurs en intelligence artificielle qui sont capables justement de cruncher des millions de data et qui peuvent détecter ce qu'on appelle des signaux faibles qui vont derrière permettre d'avoir des traitements ultra personnalisés. Et ça, c'est vraiment important. Et là, quand vous faites le calcul du bénéfice-risque, il est vraiment clé. Par contre, comme le dit Jean-François, il est extrêmement important de bien expliquer le pourquoi, le comment, que ce soit intelligible. Il ne faut pas laisser les experts vous expliquer la chose parce que ils peuvent vite devenir incompréhensibles. Ou alors, il faut prendre des experts qui sont de bons pédagogues. Mais c'est vraiment très important de prendre du temps, comme l'a dit aussi, comme tu l'as dit, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire en un jour, il faut que les gens l'adoptent, le testent, etc., etc. Donc ça, il y a un gros effort du législateur là-dessus. Ah, ça réagit là, à ma droite. Allez-y. Ouais, je vais rebondir, c'est vrai que c'est vraiment très important l'autorisation que les gens donnent à la machine pour se tromper, mais là, il y a vraiment deux sources de friction psychologique dans la façon dont les gens perçoivent les erreurs des humains versus celles des machines. C'est que, d'une part, on ne lit pas la même chose dans l'erreur, c'est-à-dire que quand un humain se trompe, on comprend que dans la performance humaine, il y a des variations, qu'il y a des jours où les gens ne sont pas en forme, et que peut-être le fait que quelqu'un se soit trompé aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il fera la même erreur tous les jours. En revanche, quand une machine se trompe, il y a cette perception chez les gens qu'il y a moins de variations dans la performance des machines et que si donc une machine se trompe, c'est un signal fort sur le fait qu'elle va continuer à se tromper. Et la deuxième chose, c'est que quand les gens voient, disons, un biais dans les décisions humaines, je vais prendre un exemple, imaginons que dans le domaine de la justice, on observe que les personnes racisées ont l'air d'avoir des décisions moins favorables.
dans la justice. Les gens savent que ça, c'est très dur à corriger, que je peux m'adresser à tous les juges et leur dire, eh bien, écoutez, j'ai observé un biais dans vos décisions, s'il vous plaît, corrigez-le. Il y a peu de chances que ça marche. On ne sait pas bien corriger les erreurs humaines. Et ils ont l'impression, ils projettent ça sur les machines avec cette impression que pour les machines, c'est pareil. Si j'ai un algorithme qui semble avoir un biais envers une certaine catégorie de personnes, eh bien, il n'y a rien à faire. Alors que c'est tout à fait faux. C'est beaucoup plus facile de corriger un biais dans la décision d'une machine que dans celle d'une main. On reparamètre la machine jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. On fait la mise à jour dans tous les tribunaux du pays, et puis dans la nuit, c'est réglé. Mais ça, c'est assez difficile parfois aux gens de se rendre compte que l'erreur que commet une machine n'est pas un signal fort sur son incompétence, et qu'en plus, elle est beaucoup plus facile à corriger qu'une erreur similaire commise par un être humain. Marc-André ? Oh, belle erreur, on me l'a fait qu'au Québec celle-là. C'est pas Marc-André, c'est Marc-Antoine. Effectivement, au Québec, le prénom Marc-André est tellement fréquent que la machine est bloquée, pardon. Voilà, la machine est grippée. Ça arrive même aux humains. Oui, je voudrais revenir sur la question générale, IA défectueuse, les erreurs avec les machines. Quel type d'IA? Quel type de machine? Parce que si on parle en général, on va avoir aussi des réponses générales, mais avec très très peu d'enseignement. Vous avez des IA dont on n'a pas besoin qu'elles soient très précises. Quand on rédigeait donc ce document qui est la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA, moi j'avais l'ambition d'introduire un critère de fiabilité, puisque la question de la fiabilité est importante, notamment c'était dans le principe de prudence, d'utilisation prudente. Et on a eu de gros débats, c'est probablement la proposition qui a fait le plus débat, notamment avec les informaticiens, avec Yoshua Bengio qui est le grand spécialiste du machine learning. Et en gros, on a fini par se dire, mais si on a une proposition très générale, elle ne s'appliquera pas. Elle ne s'appliquera pas. Initialement, on pensait qu'on pouvait demander à la machine d'avoir la même fiabilité qu'un humain. C'est-à-dire au moins la même fiabilité, voire plus. Voire strictement supérieure. En réalité, encore une fois, ça dépend des types d'IA. Si vous utilisez, j'entends un téléphone qui sonne, bon, c'est le premier accès aux applications d'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Vous avez des applications de reconnaissance faciale, pour aller chercher vos amis dans votre banque de photos. Vous n'avez pas besoin qu'elles soient très précises. Vous allez corriger le tir, vous allez corriger les résultats. Si vous avez un algorithme de recommandation, même celui de Decathlon, qui ne vous recommande pas la bonne tente, parce qu'en fait, là où vous allez en voyage, vous n'avez pas besoin de faire du camping, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et compte tenu du volume de recommandations et des gains qui vont être générés, c'est pas grave que l'algorithme ne soit pas précis. Si vous prenez des algorithmes dans l'aéronautique, un des grands secteurs de coopération justement entre Montréal et Toulouse, dans l'aéronautique, vous n'avez pas besoin d'une fiabilité qui soit égale ou strictement supérieure à l'être humain. Vous devez avoir une fiabilité qui est quasiment de 100%. D'accord ? Test ex ante, ça doit être 100%. Ex post, il y a toujours des erreurs qui arrivent et puis on fait des évaluations d'impact. Donc ça dépend de quelle machine et dans quel contexte d'utilisation. Et alors là où je finirai par là, ce qui est important aussi, c'est pas simplement de regarder la machine comme un système isolé, que ce soit une machine de prédiction de la récidive ou une machine de recommandation sur Internet. Ce qui est important, c'est le contexte d'utilisation, les objectifs d'utilisation de la machine. Pour la récidive, il n'y a quasiment aucun contexte où les résultats seront acceptables. Parce que les biais, ce n'est pas simplement la machine. Le biais, c'est le système judiciaire. Les biais, c'est au-delà du système judiciaire, l'ensemble des institutions publiques qui les génèrent ou qui les enregistrent, qui les renforcent, etc. Et donc, il y a des contextes d'utilisation de machines où, quelle que soit la fiabilité, il est très peu probable que leur utilisation soit acceptable. Merci Marc-Antoine. Oui, une petite réaction de Didier. Peut-être pour l'auditoire, ce qui est important, pour rebondir sur ce que Marc-Antoine a dit et Jean-François, en fait, quand vous faites un modèle, le modèle, il est très sensible à la data que vous rentrez. Tu as dit pourquoi ça ne marche pas dans le système judiciaire. Il y a une telle variabilité, une telle fluctuation des systèmes judiciaires, il suffit que
il y a une donnée nouvelle qui n'avait pas été rentrée dans le modèle, elle va provoquer une mauvaise réponse du modèle. Et parce que les modèles, en mathématiques, on appelle ça non stochastique. Donc, c'est pas déterministe, hein, ça dépend de la donnée qui rentre, qui va vous sortir. Et ça, c'est vraiment important. Et Jean-François l'a bien dit. Par contre, ça, quand on crée ces modèles-là, on a ce qu'on appelle du monitoring. On regarde si les modèles driftent, s'ils évoluent, donc ils bougent. Et en même temps, on est capable de les renforcer. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, la donnée, encore une fois, on ne se focalise pas trop sur les maths, etc. C'est la donnée qui est essentielle et la bonne variabilité, parce que sinon, et ça c'est difficile, dans l'exemple que tu as donné, c'est vraiment compliqué d'avoir des données exhaustives. Alors, qui est responsable quand ça ne marche pas? Quand la machine débloque, comme tout à l'heure, qu'est-ce qui... Jean-François, vous voulez démarrer peut-être? La question de la responsabilité. Alors, je ne suis pas juriste, hein, je suis psychologue. Hein, donc non, mais, je veux dire comment les gens c'est aux psychologues que je pose la question, pas aux juristes, parce qu'on aura une session après où on rentrera un peu plus dans cette donc, quand quelque chose va mal, la perception qu'en ont les gens, alors, elle est très compliquée, parce que souvent les situations sont très compliquées. Ce qu'on observe, c'est que peut-être, paradoxalement, quand on a une défaillance qui est le produit d'une conjonction d'erreurs machines et d'erreurs humaines, c'est-à-dire typiquement la machine a fait une erreur, mais l'humain qui était là pour la corriger l'a laissé passer, ou l'inverse, l'humain a fait une erreur et la machine a échoué aussi à produire le bon résultat, peut-être paradoxalement, les gens ont tendance à blâmer les humains. On pourrait penser que, étant donné la défiance envers les machines et leurs erreurs, les gens pointeraient du doigt la machine. En réalité, dans une situation complexe où de multiples erreurs ont été commises, les humains trouvent plus facile de se représenter l'erreur qu'a commis l'autre humain. Et ont beaucoup plus de mal à se représenter l'erreur commise par la machine. Et puis des fois, il y a des problèmes de temporalité. Je vais répondre en 2 minutes. Mais il y a quelques années, il y a eu un accident où une voiture autonome a tué une piétonne en Arizona. C'était une situation d'une énorme complexité. Mais quand les informations arrivent dans les médias, il y a une séquence qui fait que les informations sur l'erreur de la machine arrivent beaucoup plus tard que les informations sur les erreurs possibles des humains, parce que ça prend plus de temps à comprendre ce qui s'est passé avec l'algorithme. Donc ce qui a été immédiatement dans les médias à la suite de cet accident, c'était cette piétonne qui a été tuée, écrasée par la voiture, était en train de traverser une 4 voies la nuit, en vêtements sombres, sous l'emprise de la drogue. Donc vous imaginez bien que là, tout de suite, et c'est ça qui sort en premier, tout de suite les gens se disent « Ah bah, très bien, voilà, c'était sa faute ». Après arrivent des informations sur le fait qu'il y a eu des choix bizarres qui ont été faits dans la programmation de la machine, que la fonction de freinage autonome était désactivée, ainsi que la fonction qui permettait de signaler à l'opérateur de sécurité qu'il y avait un problème. Et les gens se disent « Ah d'accord, donc peut-être qu'il y a eu des choix là, dans la machine qui sont bizarres ». Et maintenant arrive la dernière couche où on leur dit que l'opératrice de sécurité qui était dans la voiture était en fait en train de regarder The Voice sur son téléphone depuis une demi-heure au lieu de regarder la route. Et voilà, le dossier est clos et les gens disent « C'est pas la faute de la machine, les humains ont fait n'importe quoi ». Donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, il faut comprendre ce phénomène qui est que quand on aura des exemples très saillants d'erreurs commises conjointement par l'humain et la machine, il va y avoir une sous-réaction dans le public à l'erreur de la machine. Marc-Antoine, c'est vrai, vous êtes juriste, il n'y a pas de juriste autour de cette table, mais on voit qu'il y a des règles, où il y a une émergence de règles sur ces nouveaux territoires, et certains acteurs, comme quelques grands acteurs américains notamment, s'amusent aussi un peu à troubler les pistes, à effacer un peu les traces. Comment on s'en sort ? Sur la question de la régulation, il va y avoir un panel fort intéressant juste après celui-ci. On aura d'autres contributions de décideurs publics. Brouiller les pistes aux États-Unis, je ne suis pas sûr que ce soit bien cadré comme perception. Donc, je vais juste revenir sur la question de la responsabilité, puis je vais voir si je peux répondre à comment ça se passe aux États-Unis. La responsabilité, dès qu'il y a eu les accidents dont tu parles, Jean-François, ça a déclenché une réaction très, très, très vive dans les médias et dans la population. On ne peut pas faire confiance aux machines. En 2022, je ne suis pas sûr que la réaction serait la même.
je ne suis pas sûr que la réaction serait la même. C'est-à-dire qu'on s'est accoutumé à l'introduction de nouveaux objets, de nouveaux artefacts qui font des choses, mais qui ne font pas des choses par eux-mêmes, justement à qui on ne peut pas attribuer une responsabilité. À qui on ne peut pas attribuer une responsabilité. Il y a bien une forme d'agentivité, mais elle ne s'accompagne pas d'une attribution d'agentivité morale. Donc, on s'est peu à peu habitué à l'introduction de ces machines et au fait qu'il y avait des erreurs en plus grand nombre, en moins grand nombre que chez les humains. Néanmoins, on veut pouvoir assigner à un endroit de la chaîne de décision une responsabilité. Et ce n'est pas un scoop. Il y a toujours une responsabilité humaine et toute organisation humaine assume le fait qu'il y ait une responsabilité humaine. Je vais vous donner un exemple qui amène aux plus hautes fonctions de l'État. Il y a eu un débat, j'ai dirigé la consultation du Conseil de l'Europe sur la convention qui a été formulée récemment et qui est en discussion. Dans cette consultation, le point focal disons de la dispute internationale, c'était les systèmes de reconnaissance faciale. Les interdire, ne pas les interdire. Bon, le débat est bloqué quand on dit interdire ou ne pas interdire les systèmes de reconnaissance faciale, même quand on parle des systèmes de reconnaissance faciale à des usages de police. D'accord ? Alors, il y a des manières de résoudre le problème. C'est de regarder justement la chaîne de responsabilité dans la production d'une erreur. Et quand vous avez une erreur, vous avez plusieurs paliers pour la corriger. Et l'État prend la responsabilité quand les erreurs n'ont pas été corrigées au niveau, par exemple, de l'entreprise. C'est souvent, ces systèmes-là sont souvent sous-traités. Eh bien, on remonte progressivement dans l'administration, parfois jusqu'au législateur, parfois jusqu'à l'exécutif qui a pris la décision de déployer ces systèmes, en disant on met en garde une première fois celui qui a déployé le système. Si ça n'est pas corrigé, on lui donne encore une chance. Si ça n'est pas corrigé et qu'il n'y a pas de processus de correction, à ce moment-là, on suspend le système complètement. Qui est responsable de la décision ? Évidemment qu'il y a des humains qui sont responsables de la décision. Ça, c'est une partie de la réponse. En 30 secondes, je voudrais donner l'autre partie de la réponse, qui est qu'on ne s'en sortira pas dans le déploiement acceptable et socialement acceptable de l'intelligence artificielle si on focalise sur les questions de responsabilité. Il y a une autre partie de l'enjeu pour les humains, c'est la réparation. Et en réalité, si on met en place des procédures de réparation en cas d'erreur qui sont plus rapides, qui sont d'abord une erreur qui est plus rapidement détectable, et des procédures de réparation de ces erreurs-là, eh bien, vous diminuez, vous mitigez le débat sur la responsabilité. Et nous, c'est ce qu'on a proposé de faire, à savoir de prévoir des procédures de médiation, des procédures de correction et de réparation très rapides, notamment dans l'enjeu de la finance. Vous savez, il y a beaucoup d'erreurs, par exemple, des algorithmes pour les prêts bancaires, avec parfois des situations de surendettement qui émergent. Et donc, l'idée, c'est de réparer très rapidement, d'avoir des procédures de réparation qui soient plus rapides. À ce moment-là, on ne regarde plus trop quelle est la responsabilité, on regarde quelles sont les procédures de réparation, et vous avez des systèmes d'assurance des compagnies qui leur permettent justement de prendre des risques et de la même manière aux consommateurs de les prendre. Didier, vous aviez quelque chose à ajouter sur le sujet ou... En tant que pour l'entreprise, nous on considère que là pour le coup on n'a pas de doute, on est responsable de ce qu'on met en production, et c'est pour ça que ces derniers temps, pour développer un modèle aujourd'hui, quasiment 30% du temps, c'est sur la documentation du modèle, l'explicabilité, le monitoring, c'est même pas sur le modèle lui-même, pour s'assurer qu'on est en contrôle et qu'on a la responsabilité et qu'on peut répondre aux législateurs s'il y a un audit de comment ça fonctionne dans le détail. Donc ça c'est vraiment important, et puis quand on n'est pas sûr, on ne fait pas.
J'ai pas mal de questions du public et certaines concernent plus la table ronde qui va suivre sur l'éventuelle taxation des algorithmes, de l'intelligence artificielle, sur la valeur ajoutée, etc. Ou sur le rôle des États, la façon dont il faut réguler les choses et de la Commission européenne. Donc je reviendrai, je reposerai ces questions, je les garde pour l'heure suivante. Je trouve que c'est moi qui modère la séance suivante, donc il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, on s'arrange. On me pose la question qui est assez intéressante, qui va peut-être vous parler, je ne savais pas que ça existait, cette expression de AI Winter, l'hiver de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut redouter cet hiver de l'intelligence artificielle ? Non. Là, avec ce qui vient de se passer cette semaine, j'ai pas l'impression. Donc cette semaine, DeepMind, donc qui est à la pointe de la recherche en IA, a rendu public son nouveau modèle qui s'appelle Ghetto, je pense que ça se prononce comme ça, ou Gâteau. Alors, il y a beaucoup de hype autour et je dois avouer que comme ça fait que quelques jours, j'ai vraiment pas eu le temps d'essayer de comprendre exactement, mais tout le monde est très excité par le fait qu'un même réseau est capable d'exécuter des tâches à la fois motrices, linguistiques, de reconnaissance d'images, alors que jusqu'ici, on avait des machines qui étaient très fortes pour faire une chose. Là, arrive un modèle qui, semble-t-il, est capable de plus de flexibilité cognitive et des gens commencent à beaucoup s'exciter sur la possibilité que ça soit une étape décisive vers l'intelligence artificielle qu'on dit générale. Bon, donc j'ai envie de dire, laissons un peu décanter ça, mais ça n'est pas un signal d'hiver. Didier ? Bon, je vais faire un peu de technique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de buzz. Moi, on peut dire que je suis un vétéran du sujet, mais ouais, je pense qu'avec les technologies, quand on compare les choses comparables, en termes de performance pure, le cerveau, ça fait à peu près entre 800 grammes à 1 kg. Ça prend quelques watts d'énergie et c'est capable de vous calculer à peu près 15 pétabytes de données à la seconde. Aujourd'hui, les machines ne savent pas faire ça sur du multitâche. Donc, avec les microprocesseurs, et ça, alors peut-être que d'autres scientifiques vous diront l'inverse, mais moi, c'est mon avis. Tant qu'on sera avec des ordinateurs au silicium, avec des bits 0,1, on n'ira pas beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut attendre la prochaine génération d'ordinateurs, les ordinateurs quantiques, qui vont apporter beaucoup plus de calculs. En fait, pour générer de la conscience... On y est presque, non Non, et il y a des belles avancées. Je pense que je serai plus de ce monde quand on aura des logiciels qui seront développés sur ordinateur quantique. Il faut maîtriser quand même les qubits. C'est pas si simple que ça. Il y a des belles avancées qui sont réalisées. Je pense que dans les 10-15 prochaines années, on va avoir des choses assez intéressantes. Mais moi, je vois vraiment pas. Il n'y a pas d'angoisse à avoir là-dessus. Il faut vraiment se détendre. Bon. Ouais. Vous êtes détendu, Marc-Antoine ? Vous avez l'air. Qu'il y ait un hiver ou pas de l'IA, un nouvel hiver de l'IA, c'est pas vraiment c'est pas très intéressant en fait. On a de nouveaux outils effectivement. On a certaines technologies et certaines techniques qui ont été poussées à maturité dans un cadre conceptuel qui est maintenant assez vieux. Alors, est-ce qu'on peut craindre un hiver de l'IA ? Disons, on peut craindre un ralentissement de l'innovation si on reste avec les modèles statistiques qui sont utilisés et probabilistes qui sont utilisés en IA aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans de la technique, mais le deep learning a livré beaucoup de choses depuis quelques années, mais on peut se demander si c'est la technique qui va permettre de passer, alors tu parlais d'intelligence générale, passer un nouveau palier dans l'intelligence artificielle. On peut penser par exemple au débat entre l'intelligence artificielle probabiliste et l'intelligence artificielle symbolique, donc l'utilisation de logique symbolique pour par exemple comprendre la causalité. Je sais que des chercheurs en deep learning essaient de comprendre la causalité avec leur modèle probabiliste, et c'est probablement le mur qu'on va frapper dans quelques années. Ça ne changera pas la vie du grand public puisqu'on a déjà ces technologies qui sont déployées. Est-ce qu'il faut brider l'IA ? On pourrait se dire aussi...
Bridé en quel sens? Bridé dans le sens, il y a se fixer des interdits. Oui, alors pas brider l'IA, mais réguler des usages, certainement. Ça a été la vague de l'éthique de l'IA, suivie d'une vague de régulation. On n'y est pas complètement dans la régulation quand même. On fera l'état des lieux là dans le prochain panel, mais on n'y est pas encore. Ça suscite beaucoup de discussions. On est plutôt dans l'autorégulation de l'IA. Mais c'est certain que certains usages, on parlait de la récidive, on parle donc des usages en police, on parle des usages aussi dans les administrations de ce qu'on appelle aux États-Unis et au Canada le bien-être social, hein, ce sont les prestations sociales, avec le risque, il y a un grand livre qui a été écrit par une sociologue, le risque d'avoir de l'automated inequality, c'est-à-dire de l'inégalité qui serait automatisée. Donc dans ce genre de cas, oui, on doit réguler les usages, ça paraît... Jean-François. Je ne sais pas, évidemment, moi, quand j'entends une question comme ça, je transpose toujours à l'humain. Parce qu'on l'a dit, le cerveau humain est beaucoup plus puissant que ce que peut faire l'intelligence artificielle jusqu'ici, mais est-ce que ça veut dire qu'on aura envie que tout le monde prenne une pilule ce soir qui fasse perdre 30 points de QI à l'humanité, en se disant que si on bride, ça ira mieux? Probablement pas. On veut que les potentialités se déploient et ensuite, bien sûr, réguler ce que les gens peuvent faire ou pas faire, et la même chose avec l'IA. Didier. Moi, je pense qu'il faut encadrer, comme le disait Marc-Antoine. Après, c'est toujours les mêmes débats récurrents. On a eu le débat sur le clonage. Est-ce qu'il faut cloner, pas cloner? Il faut l'encadrer. Sinon, on va perdre les bénéfices de ces avancées technologiques. La technologie peut aider si elle est bien utilisée et s'il y a une intelligence derrière. Dans l'entreprise, par exemple, il faut repenser les processus. Ça veut dire que quand on met de l'IA, c'est comment elle va être activée par l'utilisateur. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit blanc-noir ou je fais ce que la machine me dit. C'est pour ça que derrière, dans le process, l'humain doit finalement décider oui-non. Et ça peut aussi, je dirais, s'industrialiser quelque part. Mais c'est vraiment dans l'adoption. C'est pas l'IA qui est incriminée. Parfois, c'est, je dirais, je ne vais pas me faire des amis là, mais c'est la manière dont on en a parlé, la manière dont les entreprises sont mesurées. Si vous ne mesurez les entreprises que par rapport au cash qu'elles génèrent ou par rapport à leur rentabilité, vous pouvez avoir ce genre de problème. Et je pense que les systèmes de performance aujourd'hui des entreprises devraient, comment dirais-je, avoir d'autres éléments de performance qui justement permettraient de limiter ces abus de super-automatisation et d'aliénation quelque part du travailleur. Ouais, un témoignage un petit peu plus personnel, mais c'est vrai que c'est intéressant. Derrière quel type de société et quel type d'entreprise est-ce qu'on souhaite touche un petit peu plus personnel, Jean-François, comment vous verriez ça, vous? Vous savez, des fois, quand on parle du comportement éthique, on dit environnement, social, gouvernance, qui sont les trois piliers d'une entreprise éthique et celles qui sont dans l'esprit des gens. Et je me demande si on ne va pas voir émerger un quatrième pilier qui va être quelque chose comme le comportement sapio-responsable. C'est-à-dire tirer au mieux parti des ressources humaines et être prudent avec les ressources artificielles. Et je me demande si ce n'est pas une préoccupation qui va émerger comme un quatrième des piliers de l'éthique des entreprises. C'est plutôt optimiste comme Marc-Antoine. Non, Jean-François, terminé, allez-y. On a un tout petit peu de temps, hein. Vous pouvez finir, Jean-François, si vous... Optimiste par rapport à l'utilisation, au déploiement général de l'intelligence artificielle, ou bien quelle société veut-on avec l'intelligence artificielle? La petite question de la fin, oui. Vous pouvez parler avec vos tripes, allez-y. Non, alors ma première réponse, la réponse instinctive, c'est demandons aux gens. Demandons aux gens quel est le genre de société dans laquelle ils veulent vivre. Et quand on déploie ce type de nouvelles technologies, à mon avis, cette démarche-là, qu'on appelle multi-stakeholder, le fameux multipartisme, qui inclut une participation citoyenne, ça paraît être la bonne idée. Alors après, il faut savoir comment on le fait.
les expériences d'un côté de l'Atlantique et de l'autre ne sont pas tout à fait les mêmes. Au Canada, on a mené 2 grandes consultations participatives avec donc des ateliers participatifs sur l'IA, la consultation qui a mené à la Déclaration de Montréal et la consultation du gouvernement du Canada, donc une consultation pan-canadienne sur tout le territoire canadien. C'est le 2e plus grand pays en superficie, même si tout n'est pas habité, loin de là. Juste le Québec, c'est 3 fois la France. Donc ça demandait pas mal de coordination pour rejoindre les 2 bouts du pays. Mais ce qui est important, c'est justement de pouvoir faire la synthèse dans un débat national des différentes sensibilités et du type de société dans lequel on veut vivre. Alors, juste un résultat. On veut vivre dans des sociétés où il y a un peu plus de bien commun et de solidarité. Et l'utilisation de l'IA peut améliorer la solidarité. Il y a plein de cas où l'utilisation de l'IA améliore la solidarité. Par exemple, l'intergénérationnel. Prenez des carebots, des robots qui assistent les gens. Ça permet de créer de la solidarité. On veut moins d'IA quand ça détruit la solidarité sociale. Eh bien, merci beaucoup à tous les 3 pour cette discussion passionnante. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus peut-être l'année prochaine pour la 3e édition du sommet. Et on vous retrouve dans quelques minutes pour un peu le prolongement de cette table ronde où là on aura Jean Tirole qui nous rejoindra sur scène et une intervention de la commissaire européenne Margrethe Vestager qui répondra à toutes les questions posées notamment par nos spectateurs et auxquelles on n'a pas pu répondre pour le moment. À tout à l'heure.